Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent. Je suis ravi de vous retrouver. Vincent, pour ceux qui ne me connaissent pas, animateur chez MyFuture. MyFuture, je le rappelle, c'est une start-up sociale qui aide les jeunes de 14 à 24 ans dans leur orientation, et notamment ceux qui n'ont pas forcément de contact, pas forcément de réseau et qui ne connaissent pas leur avenir, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Voilà, donc je suis Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour un live métier. Un live métier, c'est-à-dire qu'on va découvrir le métier d'un intervenant, d'un professionnel qui va nous présenter justement son quotidien. Et sans plus attendre, j'accueille Rafik. Est-ce que tu vas bien, Rafik? Eh bien, bonjour à tous. Oui, oui, ça va très bien. Ça va très bien. Super, j'ai hâte de faire ce live parce que pendant le coaching, il faut savoir que moi j'ai appris plein de choses et maintenant c'est à vous d'apprendre plein de choses. N'hésitez pas, petite note, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Moi j'ai un petit œil sur le chat. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Il n'y a pas de questions bêtes, on peut tout poser. Et puis moi, mon rôle, ce sera de les poser à Rafik derrière. Donc Rafik, déjà, petite présentation de ton métier, qu'est-ce que c'est et chez qui tu travailles? Alors, moi actuellement, donc, je suis attaché technico-commercial chez Point P. Donc, Point P qui est une filiale de Saint-Gobain, l'une des plus vieilles boîtes de France, hein, 350 ans d'existence. Ah, Et c'est tout jeune. donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, Point P, c'est un distributeur de matériaux de construction. Donc, c'est tout simplement, donc, on a les fournisseurs, les distributeurs et le client. Et nous, en fait, on se situe au milieu de la chaîne un peu. Donc, on choisit les matériaux et on les distribue pour nos clients finaux. Voilà. D'accord, très bien. Pour moi, c'est très clair. Et ça On va s'organise, rentrer. Pardon? pour le petit détail, c'est que ça Ouais. s'organise en magasin. Et c'est un peu comme, ne pas citer pour les plus communs, c'est Leroy Merlin ou Brico Dépôt, mais c'est plus visé pour les professionnels. Et donc, il y a un peu de particulier, mais c'est vraiment orienté professionnel. Voilà. D'accord, OK. Bon, merci pour cette présentation. On va rentrer un peu plus dans le détail. Si vous avez des questions sur Point P même, pas de souci, Rafik est là pour y répondre. Donc on rentre un peu plus dans le détail avec, ton métier précisément. Alors ton métier, on va chercher à savoir ce que tu fais au quotidien pour un peu mieux le comprendre et mieux le connaître. Alors je te laisse développer, on a retiré 3 points. Est-ce que tu peux nous les détailler un petit peu? Alors, du coup, comme son nom l'indique, je suis technico-commercial. Technico-commercial, c'est quoi? C'est porter deux casquettes. Donc, on a une petite casquette technique, donc connaissance des produits, matériaux, des services, des différents processus de vente, etc. Et ensuite, on a différents autres, comment on appelle ça? On a la petite casquette de développement commercial. Donc, tout ce qui est commercial, ça vise à développer son portefeuille, la vente, le suivi de ses objectifs. En soi, ça s'organise en trois socles. Donc, on a un développement commercial, la vente et la politique de l'entreprise. Et notre but, tout simplement, c'est d'allier ces trois piliers, de jouer avec tout au long de nos journées, de nos mois, avec les objectifs qu'on nous donne, et tout simplement de s'amuser parfois, parce que dans ce métier, on s'amuse beaucoup et on découvre D'accord. énormément. Et tu travailles, est-ce que tu travailles seul? Parce que tu dis «on», peut-être que tu penses à une équipe? Bien sûr, bien sûr. En fait, on est une équipe. Moi, je suis accompagné d'une équipe en interne puisque je suis itinérant. Donc, j'ai ma petite voiture, la Point P Mobile, et avec laquelle je parcours un peu le département sur lequel je suis, un peu sur la région surtout, en Île-de-France. Et derrière, on dit en backup, en arrière-plan, donc on a l'équipe commerciale agence qui peut être constitué d'un chef d'agence, d'un responsable commercial et de vendeurs comptoir. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui va nous permettre d'aller, en fait, tout simplement conseiller les clients, leur donner la solution exacte pour qu'ils puissent tout simplement être satisfaits. Voilà. D'accord, et toi, tu disais, tu es itinérant et donc tu as une voiture et tu te déplaces chez les clients, c'est ça? C'est ça exactement. Donc, j'ai un objectif, donc c'est de visite client, de rencontrer les clients, de les développer donc de par la prospection aussi. Donc, aller si voilà, il y a un chantier et que je le connais pas et que je suis sur ma zone, eh bien, c'est un peu de mon ressort d'aller regarder qu'est-ce que c'est comme chantier, qu'est-ce qui se passe. Il y a cette partie-là de on est tout le temps en mouvement. Donc, la voiture, ça devient un peu notre bureau.
C'est assez passionnant puisque quand on rentre en agence, on n'a pas de bureau à proprement dit, mais voilà, on est un peu reconnu parce qu'on est un peu les yeux et les oreilles de l'agence en extérieur. Et comme ça, ils peuvent savoir ce qui se passe à l'extérieur, comment ça se passe. C'est deux rapports différents. Donc, faire de la vente en extérieur, en itinérance, on devient en fait, on est dans une position où on est l'invité du Je client. vois. Et Tu es un peu alors l'agent que spécial, l'agent espion, c'est comme un ça peu au ça, terme. c'est ça. D'accord. C'est-à-dire, c'est deux rapports différents. Donc, si le client vient à nous, c'est pas la même chose que si nous on va à lui. Et ça, c'est important de le comprendre et de se dire comment je vais faire pour qu'il puisse, pour que je puisse tout simplement lui vendre mes produits et mes services. Ah oui, j'imagine que c'est pas la même démarche. Si le client vient à vous, c'est qu'il a déjà besoin de vous. C'est Alors que ça, le client, quand tu vas le chercher, il se rend peut-être pas compte qu'il a besoin de toi. Donc, c'est à toi exactement. de trouver les mots. Il y a un espèce de sens de, comment dire, le sens social et puis le sens peut-être persuasif pour dire, bah, tu as besoin de nos services. C'est un peu ça, être commercial aussi. C'est un peu, c'est un peu ça, c'est un peu de se dire, d'aller découvrir en fait, d'où en fait il y a l'analyse du besoin dans la vente, c'est d'aller en fait tout simplement découvrir ce dont il a besoin sans même qu'il l'ait formulé. C'est-à-dire qu'il l'a même pas dit, il en a même pas parlé. Et en fait, moi, je vais être là un peu un petit peu curieux, je vais aller gratter pour aller tout simplement me dire, mais qu'est-ce que je peux, en quoi je peux l'aider? Et à partir de ce moment-là, à partir de cette question-là, j'arrive donc derrière à me dire, bon, s'il a besoin de toi, ça, est-ce que je peux le faire? Et Ouais, je ensuite, vois. En fait, je le lui propose. tu vas essayer de chercher les besoins qu'il a pour C'est ça. pouvoir y répondre avec. Bah, je regarde le chat en même temps et on a un message. Faut être sociable pour ce métier, non? Parce que elle dit, moi je suis introvertie donc j'ai peur que ce soit dur de bosser là-dedans. Alors oui, effectivement, faut être sociable. Faut pas avoir peur de parler aux gens. Il faut pas avoir peur de parler aux gens, mais je dirais que chacun a son identité. C'est-à-dire que même si on peut être un peu timide ou quoi, certains clients le sont aussi. Certains clients sont très introvertis aussi. Et donc, ça va plus matcher avec les clients introvertis, par exemple. Donc, il faut apprécier le relationnel. Il faut apprécier le fait d'être, parce que en soi, on est assez seul, mais en même temps, on est avec du monde. C'est spécifique comme métier. On est seul dans le sens où on se déplace tout seul. Donc, on se retrouve dans la voiture tout seul, on va faire nos devis, se poser rapidement tout seul, etc. Parfois, on appelle au téléphone. Mais en même temps, quand on est avec le client, ça nous arrive de manger avec le client, ça nous arrive de tout simplement faire des opérations commerciales où on va se retrouver dans un château avec un client, enfin avec des clients, etc. Donc, il faut apprécier ce fait de se dire, OK, je partage des moments spécifiques et c'est ces moments-là que je dois les rendre un peu magiques pour le client et nouer ce lien, pardon. Ok, Et, ok, et c'est super. comme OK, OK. Bah, c'est hyper intéressant parce que, on peut se dire, le commercial, on peut avoir des a priori sur, celui qui reste peut-être dans son magasin et qui ne bouge pas. Alors que toi, justement, tu te déplaces beaucoup et par rapport à ça, il y a aussi un petit message, dans le chat. Avec l'augmentation de l'essence, ça doit pas être simple. Je pense que, elle fait référence au prix, c'est vrai que tu dois voir la différence, du coup, si tu te déplaces beaucoup? Alors, quand je me déplace beaucoup, donc j'ai la chance que c'est mon entreprise qui me permet de me déplacer. Donc, c'est avec le véhicule de la société. Bien sûr, on se déplace pas on essaie d'optimiser nos déplacements puisque c'est comme si c'était notre entreprise, hein, le fait de travailler donc pour un employeur, c'est notre entreprise. Du coup, on doit faire attention à optimiser nos déplacements, mais on a cette liberté de vraiment aller chercher du business, comme on dit, là où on peut. Et oui, il y a des augmentations, notamment pour les livraisons de marchandises, puisque c'est des produits très lourds. Mais après, c'est comme nous, comme tout le monde, quoi, j'ai envie de dire. OK, très bien. J'ai envie de revenir un petit peu dans le détail sur chaque point. Alors le premier, on a prospection, ça on en a parlé, en fait, tu cherches de nouveaux clients. Ensuite, tu as fidélisation. Comment tu vas fidéliser une clientèle? Est-ce que c'est déjà des clients qui ont déjà «consommé une fois» entre guillemets chez vous, qui ont déjà été,
client une première fois, comment tu vas faire, pour qu'il revienne une seconde fois et qu'il soit satisfait de plus en plus? Alors, pour tout simplement les fidéliser, c'est on va essayer de les suivre et de les suivre dans le sens où il faut pas que le client se sente délaissé. C'est cette partie-là où on doit vraiment avoir la connaissance du client. Donc, le but, c'est de se dire, moi, en tant qu'attaché technico-commercial, c'est voilà, la connaissance client, c'est vraiment le point le plus important, c'est de se dire jusqu'à connaître un peu le nom de ses enfants ou des petits trucs annexes qui vont lui faire plaisir. Donc, cette partie-là va nous permettre de lier encore de nouer ce lien et de le maintenir avec nous. Donc, pour pas que tout simplement il aille à la concurrence ou alors tout simplement pour qu'il continue à prendre la majeure partie de ses produits chez nous. Donc, c'est un peu ça la fidélisation. Et pour ce faire, donc, on va l'inviter à manger, on va lui montrer qu'on est là pour lui, il a une problématique, il peut m'appeler, je peux me déplacer sur son chantier si, s'il n'arrive pas à résoudre une certaine problématique, ramener des intervenants extérieurs, notamment des fournisseurs, sur lesquels on va faire une préconisation, par exemple, ou quelque chose du genre. Donc là, vraiment, l'aspect fidélisation est très important. Ouais, ça c'est créer une relation de confiance, en fait, entre toi et le client et que ce soit, ben, un peu, comment dire? Logique qu'ils viennent chez vous parce que c'est vous, quoi. C'est C'est ça, une façon logique, c'est une habitude après. c'est ça, exactement. Ensuite, suivi des objectifs de vente. Alors, c'est-à-dire, là, tu te fixes par rapport à ce que tu as déjà fait, par exemple, le mois dernier et tu te dis: «Bah, ce mois-ci, il faut faire pareil ou mieux», c'est ça? Alors, on a une feuille de route, puisque dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle société sur laquelle nous sommes, on a des objectifs. Ces objectifs, donc, ils sont chiffrables ou alors c'est quantitatif et qualitatif. Donc, on peut, dans un premier temps, donc, avoir des objectifs de chiffres, de marge, etc., sur lesquels on doit aller les atteindre par mois et parfois, donc, si on peut se les fixer nous-mêmes, c'est par jour. C'est un aspect challengeant parce que pour les atteindre, si on avait fait, en fait, si on n'avait pas d'objectif, on n'avancerait pas, puisqu'on ne saurait pas dans quel sens aller. Et c'est très important. Moi, j'adore le fait qu'il y ait des objectifs, puisque tous les jours, on peut se dire que, OK, je dois réaliser ça pour atteindre ça. Quelle stratégie? Donc, ça devient un peu comme un petit jeu, donc un jeu d'échecs où on se dit, OK, je vais faire ça pour arriver à ça. Donc, est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je vais pas pouvoir? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect le plus, que j'aime le plus, en fait, dans le métier, c'est de se dire, OK, les objectifs, comment je vais faire? Et Puis ils c'est sont fixés au presque, préalable. c'est presque partout, en fait. J'ai l'impression qu'il faut avoir des objectifs, dans sa vie perso, dans son vie professionnelle, peu importe son métier. C'est ça qui te maintient un peu, le côté l'envie de continuer, quoi. Parce que C'est si tu ça, as atteint tous tes objectifs et que tu t'en refixes pas d'autres, bah, tu fais plus rien, quoi. c'est ça. Et ça donne un peu, pour certains, ils diraient du stress, mais moi, je dirais plus, c'est de l'adrénaline. C'est un bon stress, c'est pas un mauvais stress. C'est de l'adrénaline où on se dit, OK, comment je vais atteindre telle chose, tel objectif, et ainsi de suite, quoi. C'est Bah, justement, trouve il y ça. a un message dans le chat qui dit, «Les objectifs, c'est motivant, mais c'est pas stressant aussi». Ça t'est déjà arrivé, de paniquer dans ton métier? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? «Je vais pas réussir à faire mes objectifs», ou Non, paniquer, non, parce que on essaie en fait avec le temps. Donc moi, ça va faire, je suis sur ma 5e année que je suis chez Point P. Euh, Franchement, on a un management bienveillant. On a tout simplement dans le sens, je suis pas tout seul. C'est que les objectifs, je vais les atteindre donc de par mes actions, mais aussi je suis pas tout seul. Il y a aussi une équipe aussi avec moi qui se démène aussi, qui elle aussi a des objectifs et on se dit OK, on tire tous sur la même corde et sur les mêmes objectifs. Donc, j'ai jamais eu de moment de panique sur mes objectifs. J'ai eu peut-être des moments de doute de comment je vais l'atteindre personnellement. Et derrière, donc, je vais poser des questions à mes managers, à mes collègues, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais la panique, non, franchement, je trouve que c'est un métier qu'il faut un peu détruire ce cliché de stress au travail puisque après, c'est par rapport à chaque personnalité, là encore, si on se challenge beaucoup plus ou un peu moins, mais
mais les objectifs, je trouve que c'est important de se dire, OK, on va essayer de les atteindre. Et généralement, ils sont faits en sorte pour qu'ils soient atteignables, pour pas que ce soit la lune. Ouais. Donc, Quand tu as confiance en toi et que tu connais ton métier, il y a pas de raison que tu atteignes pas tes objectifs, quoi. exactement. Exactement. Ensuite, on passe à la vente. Alors l'analyse du besoin, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. C'est, découvrir un petit peu, ce dont a besoin le client et ensuite suivre les commandes, négociations, facturation. Comment ça se déroule? Alors, tout simplement, on va arriver sur un cas type. Par exemple, j'ai un client, voilà, on a discuté, il me fait une demande de prix, donc un devis, sur lequel voilà, on peut, nous, vu qu'on est multispécialiste, donc on peut faire du béton, on peut faire de la plaque de plâtre, on peut faire du carrelage. Et admettons une demande de mettre en place du sol. Donc, je fais le devis pour le sol, il y a du ragréage, il y a du carrelage. Ensuite, il me le valide. Donc, je lui envoie la demande de prix. Ça va te coûter, disons, 1000 euros. Il me valide pour les 1000 euros. Je vais recevoir la commande, je vais l'envoyer. Donc, j'ai des fournisseurs. Avant ça, si j'ai des grosses quantités, j'ai des produits spécifiques, etc., je vais appeler le fournisseur en amont. Donc, je vais négocier avec le fournisseur certains prix. Puisque si j'achète, je sais pas, si j'achète par exemple une palette de plaques de plâtre, c'est pas pareil que tout un smearmark. C'est pas du tout pareil. Donc, je vais appeler. Il va me faire donc un prix quantitatif. Je vais négocier pourquoi, comment, etc. Et donc, je leur ai mis sur le devis. J'envoie la commande. Et là, à partir de là, il faut suivre ces commandes dans le sens où il faut savoir quand est-ce qu'on va la recevoir, puisqu'on a un accusé de réception, etc. Maintenir au courant le client pour qu'il puisse toujours avoir un suivi de ses commandes, de l'état de où ça en est, puisque les chantiers, ce qui est bien, c'est que nous, on est vraiment dans le secteur du bâtiment. Et faut se dire que dans le bâtiment, même une petite maison, c'est un truc qu'on fait en une seule fois. Et c'est unique. Donc, on est obligé donc à chaque fois de s'adapter, de trouver la mesure exacte de comment on va le faire. Et là, ça rejoint donc l'aspect suivi de commande, puisque si par exemple il devait poser du carrelage et qu'à ce moment-là, la chape elle n'avait pas séché à temps, je vais pas lui envoyer la commande tout de suite. Du coup, je vais l'appeler, je vais lui dire est-ce que tu es prêt de la recevoir, etc. Donc là, il y a tout cet aspect-là. Et ensuite, il y a la facturation. Donc la facturation, nous, on a un service de facturation qui permet ce qu'on appelle un encours de facturer un peu plus tard. Donc il prend la marchandise maintenant, mais il la paye un peu plus tard. Et là derrière, donc c'est de se dire voilà la solvabilité du client, quand je dis la solvabilité du client, c'est-à-dire que est-ce qu'il pourra me rembourser cette partie-là? Combien je peux lui débloquer de marchandises pour qu'il puisse me rembourser, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce suivi-là, et ça fait un peu partie des processus internes à la boîte. Voilà. OK et ben, on a une question dans le chat. Est-ce qu'il faut être fort en maths ou est-ce que c'est pas toi qui t'en occupe? Parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup de chiffres, faut faire des calculs. Est-ce que c'est toi qui fais tout ça à la main? Alors, pour ma part, donc on a des logiciels, si on a besoin de tant de mètres carrés, ils font les conversions, etc. Après, j'ai envie de dire que des connaissances de base, quoi. Les connaissances de base, savoir c'est quoi un mètre carré, savoir c'est quoi un mètre cube, c'est c'est un peu se repérer dans l'espace, mesurer. Et après, c'est en appliquant, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on va mettre en place donc des systèmes. Et si un jour, si on va sur un chantier, il peut nous arriver de dire, OK, tu veux combien de plaques de plâtre? Il dit, bah, vas-y, prends les mesures et tu me dis, à ton avis, j'en ai pour combien? Et là, tu peux t'amuser à le faire. OK. Donc, pour confronter avec le client ce que lui, il a trouvé, ce que toi, tu as trouvé. Ça te permet, en fait, c'est toujours une plus-value. Que tu sois fort en maths ou pas, c'est sur les calculs, ça va faciliter à la personne. Mais après, est-ce que c'est obligatoire d'être fort en maths? Je pense pas. Mais d'avoir les acquis de base. Ouais, faut être quand même compétent, technique, Voilà. pour même devant le client, pour avoir une certaine, légitimité, tu vois? Pour Donc, qu'on te fasse confiance. Si tu sais pas faire 2 + 2, ça risque d'être compliqué. Il va se dire: «Ouh là, il va me faire, trop de carrelage, j'en aurai trop sur les bras, quoi». mais dans tous les cas, il n'y a OK, pas d'équation à deux inconnus ou voilà, quoi. Donc, ça c'est bon. ça reste des calculs de base. Voilà, c'est ça.
OK, et dernier point, politique commerciale de l'entreprise. Alors on a veille stratégique et nouveauté. Veille stratégique, est-ce que, c'est aussi, je prends un peu d'avance par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que si tu vois un chantier, par exemple, tu peux aller voir ce qui se passe. Est-ce que des fois, il y a déjà des concurrents qui sont déjà sur place? Oui, exactement, exactement. Ce que tu dis là est D'accord. très il se peut qu'il y ait des concurrents déjà sur place. On peut avoir en fait tout simplement donc un concurrent qui se situe pas très loin, un magasin, on va dire, qui se ressemble, de la concurrence qui se situe pas très loin, qui le fournit déjà. Donc en fait, on a ce qu'on appelle dans le commerce donc une zone de chalandise. C'est un terme complexe pour dire tout simplement que c'est une zone sur laquelle en fait on va exercer notre business. C'est là où en OK. fait on va faire du marchandage et, euh, et sur cette zone-là, il est important de savoir de qui on est entouré. Donc voilà, de savoir si tel ou tel concurrent fait ce produit, si tel ou tel concurrent est déjà sur cette affaire. En fait, ça nous permet tout simplement, là aussi, quand on va chercher les affaires chez le client, d'avoir en fait un rapport de force, de le gérer. Puisque si chez le client, il se fournit à 90% chez la concurrence et que moi, il prend que 10%, donc le jour où je vais avoir une grosse affaire, comment je vais faire pour déclencher la grosse affaire? Ah oui. Puisque je veux aussi cette affaire. Donc, le but, voilà, c'est d'atteindre mes objectifs et comment je vais le faire. Donc, c'est pour ça, il y a une veille. Donc, on dit une veille concurrentielle, c'est de savoir qui est autour de nous, que font les gens autour de nous. Et ça, c'est important, enfin, de se placer un peu dans cette zone-là. OK, très bien, et nouveauté, alors on voit matériaux, produits et solutions. Nouveauté, c'est, renouveler à chaque fois ses services, voir quel est le matériel, le plus adapté? Alors, c'est ça exactement. Donc, il me semble, donc si je dis pas de bêtises, c'est Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain qui est la maison mère est aussi un fournisseur. Donc, on a la partie ISO vert, placo, la partie vert, etc. Donc, il crée à peu près un quart des produits datent de moins de 5 ans. D'accord. Donc, si je dis pas de bêtises, j'espère pas dire de bêtises, mais normalement, c'est un quart des produits datent de moins de 5 ans. C'est-à-dire que le bâtiment évolue, c'est plus que du parpaing et du ciment, c'est qu'on a des produits en fait qui sont spécifiques, qui vont être de plus en plus respectueux de l'environnement, qui vont être ils vont avoir des capacités de pose plus rapides, ils vont être moins lourds, et ainsi de suite. Et là aussi, c'est important de s'en informer, puisque si un jour, voilà, il y a un client, il se dit, voilà, je suis buté sur le prix, je veux vraiment un truc pas cher. Et en fait, à ce moment-là, c'est de lui dire, OK, tu veux un truc pas cher, mais moi, j'ai un produit qui est un peu plus cher. Par contre, quand tu vas le poser, tu vas gagner, je dis une bêtise, voilà, tu vas gagner 5 jours de pause. 5 jours de pause avec 5 personnes dedans qui travaillent tous les jours, ça te fait moins cher que si tu achetais le produit moins cher. Ah ouais. OK. Et là, en fait, on bascule un peu la négociation là-dessus. Et de se dire, voilà, si on ne connaissait pas le produit, donc on serait toujours un peu sur cette zone de confort, le même produit, le même produit. Bon, après, bien sûr, il y a des clients qui ont tout le temps l'habitude d'utiliser un produit dans ce qu'ils font. Mais il est important aussi de leur apporter cette nouveauté, de leur dire, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, etc. Eh bah, c'est super intéressant, et je vois dans le chat aussi, je trouve ça passionnant en vrai. Il y a tellement de facettes dans ton métier, et c'est vrai que, à t'entendre, on se dit: «Mais il est sur tous les fronts». On est un peu sur tous les fronts, mais je trouve que les journées se ressemblent pas. Les journées se ressemblent pas. C'est des objectifs différents que moi, personnellement, je me fixe tous les jours. Et bien sûr, j'apprends énormément. J'apprends énormément là-dessus, sur ce métier. Tous les jours, je continue à apprendre. Et c'est une grosse force. Surtout chez Point P, on nous laisse un peu cette liberté de quand on est curieux, il n'y a pas de souci. Donc fais-le comme tu le sens, mais bien sûr consulte avant, mais il y a pas Ils on font n'est pas confiance quand bridé même. sur ça. Ouais, ils te font confiance. Ouais, c'est Voilà. super. On va passer à la suite, et la suite, c'est, la carte d'identité, de ton métier. Après, on passera à ton parcours aussi, parce que ce sera intéressant de savoir, ce que tu as fait aussi pour arriver là. Alors la carte d'identité, on va poser,
des petites questions. On en a déjà posé pas mal avec le chat. Merci d'ailleurs de participer. On va poser d'autres questions. Alors, les déplacements professionnels, je crois qu'on en a déjà parlé. Tu es souvent sur la route, du coup? Vraiment souvent? Alors, je suis normalement la majeure partie de mon temps sur la route, Ouais. puisque je vais d'un client à un chantier et c'est un peu ça. Ok. Dans le chat, on nous dit Laetitia, ça donne envie de venir bosser avec vous. Voilà, t'as Laetitia qui rentre dans ton équipe tout de suite. Tant mieux. Les horaires, les week-ends, jours fériés et vacances. Est-ce que tu as des congés et est-ce que tes horaires, c'est des horaires fixes, classiques? Alors, sur les horaires, c'est des horaires fixes sur le contrat. Et après, ce qu'il y a, c'est que parfois, on peut avoir c'est modulable, dans le sens où c'est pas un inconvénient. Parfois, il peut nous arriver de commencer à 6 heures, mais de finir un peu plus tôt. Comme il peut D'accord, nous arriver de finir un peu plus tard, mais de commencer un peu un peu plus tard. C'est un peu ça. C'est très modulable puisqu'on s'adapte un peu à la demande du client, à ce qui se passe. Si un client, on n'arrive pas à l'avoir pendant 2 mois ou 3 mois et que son seul moment, c'est à 6 heures du matin avant qu'il commence son chantier, il a un petit moment pour nous, en fait, on va le faire. Et ce qui est bien, c'est que on partage souvent ces moments-là. C'est des moments, en vrai, c'est des moments uniques avec le temps, etc. Donc, c'est assez modulable le temps. Donc, c'est pas non plus alors j'ai l'impression que je t'ai perdu. quelque chose. Ah, ok, c'est bon. Pardon, je t'avais perdu un petit moment, mais je pense que c'est juste moi. Ouais. Et je réagis du coup dans le chat aussi. Et du coup, quand tu es en déplacement, est-ce que ton repas est offert par l'entreprise? Oui, oui. Alors, le repas est offert par l'entreprise. J'ai aussi le droit d'inviter des clients, donc certains clients, donc de manger avec eux. On partage des beaux moments. Donc là-dessus, euh, on est bien lotis là-dessus. On va pas se mentir. Ok. Bah, super. Quel relationnel? Alors justement, on a beaucoup parlé de relationnel, on a beaucoup parlé de social. Du coup, tu as quel relationnel avec tes clients? Tu as dit que des fois tu connaissais même le prénom des enfants, que tu nouais des liens. Est-ce que c'est des clients que tu as des fois sur plusieurs mois, voire peut-être années, vu que ça fait longtemps que tu es là? Tu gardes souvent le contact ou est-ce qu'il y a des clients que tu vois qu'une seule fois et que tu vois plus après? Alors, il y a des clients, ce qu'on appelle les clients one-shot pour commencer, parce que tu m'as dit, donc les one-shot, c'est généralement ça peut être un particulier. Je peux avoir un client particulier, mais c'est un peu rare, mais qui va par exemple faire sa propre maison et sur lequel je vais D'accord. l'accompagner tout au long. Donc malheureusement, je le verrai plus après, puisqu'une fois qu'il aura fini sa maison, j'aurai plus d'utilité pour lui, mis à part s'il revient, il refait une autre ou quoi, Voilà. mais j'aurai plus d'utilité pour lui. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent des clients que je connais, que je suis sur, voilà, là par exemple, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, moi je suis sur l'agence de La Courneuve, qui est une toute nouvelle agence, qui avait 0 client au départ et donc avec l'équipe, on a su monter un portefeuille client, donc une liste de clients euh, que je connais maintenant depuis, ça va faire 2 ans et demi. Et sur les 2 ans et demi, ils m'appellent minimum 2 fois par semaine à 3 fois par semaine. Ah ouais, Donc, d'accord. ils m'appellent ou je les appelle. Et dans ces cas-là, donc, on va les rencontrer, on mange ensemble. Voilà. Après, il ne faut pas se perdre, enfin, se faire l'idée que c'est aussi nos amis parce que c'est aussi, on est dans un milieu business et que on peut vraiment nouer des liens assez forts, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on est on est dans un cadre professionnel, tout simplement parce que ça peut arriver qu'il y ait des clients, c'est aussi pour se protéger nous-mêmes, il y a des clients qui ils vont être vraiment voilà, ambiance à la Marseillaise, on est très bien, etc. Et du jour au lendemain, il peut créer un litige sur lequel il est plus là, ou il n'y a pas eu de paiement, etc. Et du coup, plus de son, plus d'image. Donc, Ouais. il faut savoir aussi se créer une carapace émotionnelle, donc tout en gérant le lien avec le client, mais en même temps en sachant qu'on est dans un cadre professionnel. Ouais, faut quand même Donc, garder un peu de distance, même si ça voilà, paraît sympathique, ça reste des clients et toi, tu es quand même là voilà, bah, pour un côté professionnel, quoi. c'est ça, c'est OK. exactement ça. Du coup, en solo ou avec une team, alors toi, tu as dit que tu te déplaçais beaucoup, tout seul.
mais C'est ça. vous êtes, une équipe et tu travailles aussi avec, d'autres gens. C'est ça. Est-ce C'est que ça. chacun a son portefeuille de clients ou est-ce que, vous vous partagez des clients parfois? Alors, donc Point P, c'est 73 agences en Île-de-France, 74 ou 73. Et du coup, la plupart des agences, une grande majorité des agences disposent d'un ATC. Donc, c'est un ATC quasiment par agence, à peu près. Je dis pas de bêtises, on doit être une ATC, soixantaine. pour ceux qui ont Et pas donc, l'acronyme, c'est voilà, c'est les attachés technico-commerciaux. voilà. Donc, c'est à peu près dans ces eaux-là, on est plus ou moins 10%. Et en fait, tout simplement, on a chacun notre agence, notre zone de chalandise qui est un peu définie de par la zone géographique de l'agence. Et tout simplement, donc, on a chaque attaché technico-commercial son portefeuille. Par contre, dans l'agence, donc chaque attaché technico-commercial peut avoir ce qu'on appelle une aide en arrière, donc un technico-commercial agence, qui est en fait son binôme. Ou alors, pour les plus petites agences, on peut avoir un responsable commercial qui suit en fait l'ATC avec le chef d'agence et l'équipe de vente, donc les vendeurs comptoirs. D'accord. Donc, ça peut être structuré de différentes manières. Mais pour répondre à ta question, si c'est différents attachés technico-commerciaux, alors oui, il y a différents portefeuilles. Donc, dans ces cas-là, on se sépare les clients. Et si on est donc dans notre zone de chalandise, etc., donc c'est un seul portefeuille pour une agence. OK, Voilà. OK, très clair et du coup, je rebondis aussi avec le chat qui nous pose, Chantal qui nous demande et du coup, est-ce qu'il y a des primes si vous ramenez plus de contrats? Bien sûr. En fait, il y a des primes dans le sens où aux atteintes des objectifs. C'est comme dans la très, très grande majorité des entreprises. C'est à l'atteinte d'un objectif, en fait, on va te rémunérer pour cette atteinte d'objectif-là. D'accord. Donc, c'est totalement normal. Bah oui, ça récompense et c'est au mérite, un peu, au mérite du travail, C'est quoi. ça. C'est ça. Justement, on parle d'argent. Est-ce que, à part l'argent, la question c'est: est-ce que tu es passionné par ce que tu fais ou c'est juste ton gagne-pain, pour avoir de l'argent et pour vivre? Alors pour ma part, moi je suis passionné par le commerce de base. Donc moi j'adore tout ce qui est commerce, stratégie commerciale, développement. Donc là-dessus, je suis passionné par le commerce. Donc forcément, j'aime ce que je fais. J'aime la rencontre client, j'aime négocier avec les fournisseurs. En fait, au bout d'un moment, il y a un truc qui est gratifiant, et voilà, c'est une satisfaction énorme. C'est surtout dans le milieu du bâtiment, qui paraît énorme, mais en fait, tout le monde se connaît. Et après, notre nom peut circuler alors que les gens ne nous connaissent pas ou quoi, etc. Donc ça, c'est un peu une satisfaction. Et donc, il faut faire aussi attention un peu à son image, dans le sens où il faut être très, très honnête. Il faut être une personne honnête qui est très humble pour pas non plus avoir véhiculé une mauvaise image de nous. Donc, il faut faire attention à ne pas mentir, à ne pas, voilà, à passer les bons messages. Ça, c'est important. Donc, oui, j'aime beaucoup mon métier. Et, c'est une partie. Donc, c'est un métier qu'on peut faire. Donc, certaines personnes peuvent le faire longtemps, comme on peut le faire de manière à juste apprendre et continuer d'évoluer. OK, Donc, super. Ensuite, est-ce qu'il faut parler des langues étrangères ou est-ce que le français peut te suffire? le français peut suffire. Le OK, français peut suffire. Maintenant, quand on a une langue étrangère, c'est toujours bien dans le sens où, euh, toujours dans le secteur du bâtiment, on peut avoir certaines communautés, mais vraiment toutes sortes de communautés, hein. Donc, on peut avoir, c'est un peu plus rare, mais on peut avoir un ou deux clients anglais. OK. C'est le cas sur notre agence où on a un client irlandais. Après, on peut avoir des clients donc maghrébins, donc où en fait ça facilite l'arabe parlé. On peut avoir des Portugais qui adorent aussi quand on parle portugais et ainsi de suite. C'est un peu ça va aider plus facilement un peu à nouer ce lien ou à se faire tout simplement comprendre. C'est généralement un peu plus complexe d'expliquer avec des mots en français. Donc voilà, qu'est-ce qu'une allège, qu'est-ce que des fois le client Très il technique, quoi. connaît, mais il n'a pas le vocabulaire pour. Donc, si on lui apporte avec une autre manière, donc dans la langue, dans sa langue maternelle, peut-être que ça peut aider. Et puis ça aide aussi le relationnel client,
ça va être plus simple pour eux. Donc, peut-être qu'ils vont plus revenir vers vous si vous parlez, leur langue maternelle, quoi. Ça t'est Mais déjà de toute arrivé, toi, de parler, une langue, autre que le français? Ah oui, oui, moi j'adore ça. J'adore ça Ah ouais? parce que ça, D'accord. ah oui, ça change un peu euh, comment on appelle ça? On sort un peu de sa zone de confort, on va essayer de se faire comprendre autrement, et le client voit qu'on fait un effort. Donc il voit qu'on fait un effort, qu'on essaie de s'adapter à lui. Donc lui, en récompense, il va se dire, bon, bah ok, on ne sera pas beaucoup à le faire. Donc la personne qui a fait cet effort-là, je vais essayer de la récompenser, je vais lui passer une commande, je vais lui demander un prix, etc. Ça va, tu arrivé à gérer, tu pas eu de soucis de langage? Ça t'a Non, pas non, mis de barrière? Ça va? non, franchement, non. Et de toute manière, si c'est un conseil pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent, les langues, c'est une richesse, c'est vraiment une grosse richesse qu'il faut soit développer, soit garder. Donc, il faut pas se mettre une barrière. On fait tous des erreurs dans les langues. Donc, quand c'est pas notre langue maternelle, c'est normal de faire des erreurs. Et ça, les gens, ils le perçoivent, hein, ils vont nous aider derrière. Au contraire, ils vont comprendre, etc. Donc, il faut pas avoir peur de pratiquer la langue, même si on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore aussi. Exactement. Ensuite, l'environnement de travail, bah, je crois qu'on en a beaucoup parlé, hein. Tu es beaucoup en déplacement, sur les chantiers avec les clients. Ensuite, les plus et les moins, ça va être, un peu les avantages et les inconvénients que tu trouves à ton métier. Alors possible qu'il y ait pas d'avantages, mais dans ce cas-là, c'est dommage, faudrait, peut-être changer de métier et possible qu'il y ait pas d'inconvénients, mais dans ce cas-là, tant mieux et on est ravis pour toi. Alors, je vais commencer par les plus du Ouais, métier. Les plus du métier, vraiment, on a une autonomie. Voilà. On a une autonomie. Si on a envie d'entreprendre, euh, on est libre d'entreprendre dans la limite du raisonnable. Voilà, faut se montrer force de persévérance et de proposition. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc on a cette petite liberté qui nous permet de se déployer, d'aller chercher de nouvelles choses, d'explorer. Il y a aussi le fait donc d'apprendre. Je trouve que c'est pas dans tous les métiers. Donc il y a certains métiers un peu, si je caricature, un peu à l'usine ou si on fait tout le temps la même chose, eh ben on rentre le soir et on aura tout le temps fait la même chose. Là, on peut rentrer le soir et vraiment on a beaucoup de choses à raconter. Donc en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que on devient un peu comme l'informaticien des amis ou de la famille. C'est un peu, on devient la personne qui s'y connaît dans le bâtiment et du coup, tout le monde va venir, ouais, comment je peux faire ça, qu'est-ce que je peux faire ça, etc. Et en fait, on va trouver en fait un peu ce plaisir d'expliquer. Donc là aussi, c'est gratifiant. Pour le côté négatif, je pourrais dire que parfois c'est cadencé. Mais voilà, c'est pas un côté, c'est un peu partout. C'est pas quelque chose qu'on peut éviter puisqu'on est dans un secteur qui est tout le temps en mouvement, surtout avec ce qu'on a eu le Covid, plus là les pénuries, ce qui se passe au niveau politique, etc. Donc il y a une cadence à tenir. Et dans ce métier-là, en général, vraiment en général, et si je dois donner un gros conseil là-dessus, c'est de tenir le moral. Voilà, c'est de se dire, on va faire en sorte de toujours continuer, puisque quand on fait par exemple de la prospection, il peut nous arriver où un jour, voilà, il y a une personne qui nous claque la porte au nez, et dans ces cas-là, on se dit, OK, il n'y a pas de souci, je retente. Et en fait, en retentant deux, trois fois, à la troisième, ça va être la bonne et ça va être un gros coup, quoi. Ça va être quelque chose de super bien, etc. Donc, je pense que c'est l'aspect où, voilà, c'est toujours cette petite carapace émotionnelle, il faut la maintenir et la garder. ouais, faut pas baisser les bras. Parce que si tu baisses les bras, à la première porte qu'on te claque et bah, tu auras pas le troisième contrat, qui sera Exactement, intéressant. OK, exactement. on finit avec quelques questions du chat et après on passe à la suite, parce que le temps file. Est-ce qu'il y a beaucoup de formations dans l'année? Et j'imagine que les choses que vous vendez changent. Oui, c'est vrai que tout à l'heure tu nous disais, les produits ont 5 ans au maximum, donc c'est vrai que ça doit beaucoup changer dans votre catalogue. Et les formations, est-ce que tu as des formations, dans l'année? Alors, on a des formations dans l'année, on peut avoir des formations de l'industriel qui peut venir, etc., pour nous expliquer. On a ce qu'on appelle des sessions de e-learning, c'est-à-dire que on a des formations à l'aide
d'un portail numérique ou de l'ordinateur où en fait on va suivre des formations. C'est possible. Après, pour moi, la meilleure formation reste le terrain, puisque quand on va voir le client et qu'il met en place, on a déjà toutes les réponses qu'on pourrait avoir. Donc, bien sûr, on va regarder de près ou de loin comment ça fonctionne, comment ils font, quelle est la technique utilisée et ainsi de suite. Et je pense que c'est euh, que c'est quelque chose de d'innovant et que je me dis sur ça, ça change, mais après, ça change pas énormément. Enfin, ça change. Il y a des produits qui changent, mais les bases restent les mêmes généralement. Donc, D'accord. voilà. C'est comme tu disais, c'est peut-être des temps de pause moins longs, des choses comme Voilà. ça? C'est des temps de pause moins longs, OK. mais généralement, on maintient toujours une base qui est la même, c'est-à-dire que ça va être rare où on va trouver une maison sur une montgolfière, quoi. Ça sera toujours une base C'est unique, sûr. quoi. Le bâtiment, ça reste du Le bâtiment. On va pas bâtiment, réinventer, la brique. exact. Enfin, on peut On peut. réinventer les produits qui ressemblent, mais ça va être compliqué de réinventer la technique en entier, C'est de ça. repartir de zéro. Donc, c'est ça aussi qui est confortant, c'est-à-dire qu'on va changer de produit, mais on va lui apporter cette spécificité qui va faire la différence avec d'autres produits, et ainsi de suite. Mais sur la pose, etc., non, c'est pas non plus, ouais, non, c'est pas un milieu qui change énormément. Ça change, mais pas énormément. OK, très bien. On va passer à la suite et la suite, c'est ton parcours. On va savoir, un petit peu, on va te connaître un petit peu mieux. Comment tu es arrivé aujourd'hui à ce métier-là? Alors on va remonter dans le temps et on commence avec ton bac. Alors tu as fait un bac STI 2D, c'est ça? C'est ça. J'ai fait un bac STI 2D, donc sciences de la technologie et de l'industrie du développement durable. Et ensuite, j'ai fait une première année en génie civil, sur laquelle j'avais validé, mais j'ai découvert une appétence pour le commerce parce que D'accord. voilà, c'est deux familles. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Donc là, j'ai fait le BTS technico-commercial dans le bâtiment, puisque j'étais en génie civil, je voulais faire donc la spécialité bâtiment et où j'ai pu y rentrer. Et ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va pas s'arrêter là puisque j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, à partir du BTS, je suis rentré en alternance où j'ai continué à faire ce qu'on appelle un bachelor, donc l'équivalent de licence, mais en école de commerce, donc en responsable développement commercial. Et aujourd'hui en master ingénierie d'affaires. Donc, je suis en alternance encore, on dirait pas peut-être, je sais pas. On Mais dirait que ça fait 10 ans que tu es dans ton métier. C'est c'est un métier passionnant parce que voilà, quand on se donne la peine, et ce qui est bien, c'est un peu cet aspect où, voilà, comme je dis toujours, c'est quand on nous fait confiance et qu'on montre qu'on peut nous faire confiance, on nous laisse voilà, la possibilité de le faire. Aujourd'hui, donc Point P m'a vraiment donné cette occasion-là de le faire et d'explorer aussi ce que je pouvais faire. Donc, en commençant, donc ce qui fait que j'arrive au cheminement, donc en passant à l'aspect un peu plus pratique et expérience professionnelle. Donc, quand j'ai commencé, donc à partir du BTS, mon alternance, j'ai commencé en tant que vendeur. Et en étant vendeur, donc j'ai pu explorer plusieurs petits aspects. Donc, les tout débuts, voilà, comment on vend du matériau, quels produits. Moi, j'étais sur du génie civil. Donc, le génie civil, la maison individuelle, voilà, il y a un petit, il y a une grosse différence même, puisque c'est pas les mêmes artisans, c'est pas la même technique de fabrication. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me rôder. On m'a donné des missions, notamment ce qu'on appelait Génération Artisan à l'époque, où c'était le développement donc d'un nouveau système de fidélité client, donc à l'aide du digital, où j'étais devenu donc à l'époque référent. Et ensuite, j'ai pu continuer au sein de la nouvelle agence Point P La Courneuve. Donc, il faut savoir que Point P n'ouvre pas des agences tous les jours en Île-de-France. Donc, c'était un honneur, puisque la dernière agence qui a été ouverte, c'était daté de 2007 de mémoire. Ah ouais, Donc, d'accord. là aussi, voilà, se dire, une agence, en fait, dans le langage commercial, on dit centre de profit. Donc, c'est le centre, en fait, où généralement, on va trouver du matériau, mais c'est-à-dire que c'est des gros produits.
ce qui est bien aussi dans notre métier, c'est un peu ce qui différencie un peu de l'IT ou du numérique, etc., où on vend des logiciels, etc., c'est que c'est des produits qu'on voit et de se dire que, par exemple, demain, je vais livrer un semis de parpaing et que si je vais sur le chantier, je vais voir le semis de parpaing arriver. Et C'est c'est ça. énorme, quoi, de se dire ce C'est palpable, semis-là, tu le vois. c'est ça. Et je vais me dire que c'est ce semis-là que j'ai mis en place, etc., qui est sur le chantier. Et Toi qui es là. c'est une fierté de se dire, attends, j'ai participé à l'élaboration de ce chantier, ce chantier. Voilà, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est plus visuel, c'est parlant, c'est des métiers terrain. Donc, pour les personnes qui aiment le terrain, qui aiment vraiment se dire, bah voilà, j'ai besoin de toucher pour voir ou quoi, c'est vraiment, c'est ce qui est fait c'est fait pour vous. C'est un métier terrain. Super. Et du coup, là, attaché technico-commercial et évolution à venir, j'avais noté, parce que du coup, toi, tu es dans l'objectif de... Là, tu es en fin d'études. Du coup, après, c'est le côté professionnel à fond. Du coup, tu te vois évoluer. Tu te vois faire plein de choses. Je me Apprendre vois, et voilà, faire plein de je me vois continuer d'apprendre et d'évoluer. Je pense que c'est cet aspect curiosité qui me pousse à évoluer, à sortir un peu de la zone de confort, de faire des choses qu'on n'a jamais faites, qui paraissent un peu plus challengeant, on va dire, plus, Ça peut être voilà, des fois stressant. ça fait un peu, voilà, des fois ça fait un peu peur, se dire, voilà, on change ou quoi, mais une fois qu'on y est, la sensation est énorme parce qu'on se dit, punaise, on a accompli ça alors qu'on connaissait pas ou quoi. Donc, évoluer, je pense, c'est la meilleure des solutions. Ah bah, on a dans le chat, ouah, quel parcours! Moi, c'est à peine si j'ai la foi de passer le bac. Faut y aller, faut y aller. Un petit message pour cette personne qui a à peine la foi de passer le bac. Alors, moi, je lui conseille de passer le bac et d'aller un peu plus loin. Et de toute manière, quand on est dedans, euh, on pousse. Puisque quand on est dedans, on se dit, allez, c'est quoi? C'est un an, c'est deux ans. Et avec le temps, c'est de se dire, OK, je l'ai fait, j'ai souffert un peu, même si c'est pas vraiment de la souffrance, on va à l'école, on revient. C'est plus pesant, c'est plus, on va dire, l'école, généralement, c'est plus pesant, c'est plus le fait que c'est lourd en charge de travail, etc. C'est pas le compliqué généralement. Quand Oui, c'est parce que vraiment, c'est la routine d'y aller tous les jours, c'est un peu voilà, long, quoi. voilà, on est des humains, on se dit, j'ai envie de changer. Mais il faut tenir, puisque l'aspect école, une fois que c'est fait, hein. Une fois que, voilà, je sais pas, t'as quel âge, c'est Chantal, il me semble. C'est C'est, ça. si, je sais pas elle a quel âge exactement, mais de se dire que vers 20, 23, 24 ans, tu as fini, ben, vers 23, 24 ans, t'as acquis en fait une expérience théorique. Et en plus de ça, si tu le fais en alternance, c'est ce que je conseille tout le monde de faire, puisque l'alternance, ça permet vraiment d'apprendre énormément et de se faire déjà une expérience professionnelle. Et même sur le marché de l'emploi, c'est quelque chose d'énorme. Donc, de lui dire, bah vas-y, pas de souci. Fais-le et t'inquiète pas, ça va venir petit à petit, hein. C'est pas en se disant, c'est petit à Puis petit, d'année après en le bac, année. ça devient de plus en plus concret aussi dans dans ce que tu veux faire. Tu te Oui, spécialises. Du coup, c'est ça, tu t'ennuies moins, entre guillemets. exactement. Et au pire des cas, même après le bac, si tu fais une mauvaise orientation ou quoi, tu peux toujours te rediriger. Il faut se dire que voilà, à l'échelle humaine, un an, deux ans, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, faut y aller. Et c'est Faut y faisable. aller, Si faut je pas l'ai fait, c'est que lâcher. je peux le faire. Ben voilà, bah, d'accord Rafik, pour toi je vais le faire. Et puis, est-ce que tu prends des stagiaires? Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que, elle dit: «Je me renseigne». Est-ce que vous prenez des stagiaires chez Point P? Toi, tu es alternant, mais Moi, est-ce je qu'il suis y a des alternant. stagiaires? Donc, j'ai pas la décision sur la prise de stagiaire. Je sais qu'on en prend généralement ça nous arrive sur notre agence. Après, je pense que je vais vous rediriger vers les ressources humaines ou sur le site. Il me semble qu'il y a des offres de stage aussi. Donc, n'hésitez pas. Ou n'hésitez pas tout simplement à appeler certains chefs d'agence ou les appeler au téléphone ou de se rendre directement pour leur dire, voilà, j'ai envie de passer un stage sur ça ou quoi. Et Pourquoi pas? on peut l'avoir en one shot en une fois et avoir son stage, comme on peut passer cinq, six fois un chef d'agence et après avoir son stage. Donc, il faut persévérer.
C'est Mais l'apprentissage de la vie. c'est ça. On passe à la suite, les compétences. C'est l'avant-dernière petite rubrique. Alors, 3 compétences que tu as retenues, qui sont essentielles selon toi pour ton métier. Alors, trois compétences que j'ai retenues. Donc, pour moi, il faut être rigoureux. Ça, c'est super important. Mais pas que. Si on fait dans l'ordre, donc il faut s'adapter à toutes circonstances, Ouais. puisque il se peut que, on change de méthode de travail, et puisque, voilà, aujourd'hui, on a eu le Covid. Covid, il fallait s'adapter dans le bâtiment. C'est un métier où on est très proches les uns des autres. Donc, il fallait trouver un équilibre, comment faire, etc., pour que tout le monde soit en sécurité. Et là, il fallait s'adapter. Il faut tout le temps s'adapter. C'est important même dans la vie, hein, c'est de se dire que faut pas rester que dans un seul moule et de se dire qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc ça, c'est important. Continuer à apprendre puisqu'il faut être très curieux. Il faut être très curieux dans ce qu'on fait, poser plein de questions donc qui vont nous permettre d'avancer. Et tout ça, donc, dans un cadre où il faut être rigoureux, donc s'y tenir. Et s'y tenir en ayant une méthodologie. Se dire que moi, j'ai l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Donc, je vais faire en sorte de planifier mes rendez-vous, je vais appeler les personnes, je vais faire en sorte de valider, par exemple, telle chose aujourd'hui. Donc, et il faut vraiment le faire. Même si des fois, ça semble plus simple à dire qu'à faire, puisque quand on se dit on va tout faire, minimum, on fera 90%. Mais quand on se dit on va pas faire, on va le faire plus tard, on ne le fera pas. Donc, c'est un peu ça. Et bien sûr, donc pour le métier, c'est le relationnel et l'empathie. Donc savoir ressentir ce que les autres ressentent, qu'est-ce qui les pousse tout simplement à acheter chez toi. Est-ce que des fois, voilà, c'est très important l'empathie et le relationnel. C'est pour tout simplement connaître la motivation des autres et de savoir en fait communiquer avec eux. Voilà, De ça, on en a beaucoup parlé, hein, du côté relationnel, social, avec les clients, créer une relation de confiance, tout ça. Donc effectivement, c'est une compétence qu'il faut avoir. Voilà. c'est Ensuite, exactement on passe à la dernière étape, les clichés. Est-ce que tu entends des clichés sur ton métier? On en a retenu deux. Alors, à la fois sur les commerciaux et sur l'alternance. Le premier, c'est qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la journée? Le commercial, on ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est un cliché que ça. tu entends. C'est un peu ça, parfois. Parfois, on peut l'entendre. Heureusement, c'est pas de tous, puisque c'est un cliché, mais ça peut arriver. Donc, dans la journée, c'est généralement, voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un peu, on fait énormément de choses. Donc, généralement, c'est des visites clients et des rencontres clients. Donc, dans le but de développer des objectifs, dans le but d'atteindre ces objectifs. Et bien sûr, donc derrière, on est sur aller vraiment chercher du business. C'est ça l'élément clé d'un commercial, quel qu'il soit, donc surtout dans notre secteur, c'est aller chercher des affaires, aller débloquer de nouveaux chantiers. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa journée? Tout simplement, c'est rencontrer, persévérer, appeler, passer beaucoup de coups de fil, et c'est un peu le loup de Wall Street, mais avec des parpaings et un peu de ciment. Mais De toute façon, on l'a vu juste avant, que tu avais plein de facettes à ton métier et que tu avais plein de choses à faire. Tu pas le temps de t'ennuyer, quoi. exactement, exactement. Et un petit cliché sur l'alternance. Alors, l'alternance, c'est un peu le petit nouveau et il fait ce que les autres veulent pas faire, quoi. Est-ce que c'est Alors, ça? alors c'est pas du tout ça. C'est ça le truc, c'est que euh, après, c'est comment nous, on va faire en sorte de mettre en confiance l'employeur. Comment, en fait, on va mettre en confiance notre manager. Comment, en fait, tout simplement, il va de plus en plus nous confier des missions avec de plus en plus de responsabilités. Et ça s'acquiert petit à petit, c'est normal, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Voilà, dès qu'on commence, c'est comme dans tout, ça commence petit à petit, avec des petites tâches, et en montrant qu'on peut nous faire confiance, et c'est ce qui m'est arrivé, donc tout simplement en allant un peu plus loin que ce qu'on nous demande, puisque parfois, voilà, on demande de faire une mission, et si on fait la mission et on fait quelque chose en plus, c'est toujours plus gratifiant pour la personne, puisque ça lui facilite, puisqu'on est, voilà, on est dans des métiers assez cadencés, avec beaucoup de choses à faire, etc. Donc, quand on facilite à la personne, que ce soit au client, que ce soit au manager, que ce soit aux collègues, c'est toujours apprécié.
Donc, il faut toujours aller un peu plus loin et franchement, à partir de là, on s'amuse. Et je suis pas le seul à qui on a fait confiance, hein. Il y a énormément d'alternants à qui on fait confiance chez Point P, chez Saint-Gobain et donc qui ont aussi des très beaux parcours. Donc, ça, c'est vérifiable. Ouais, ça, Voilà. ça dépend de l'alternant. Faut montrer qu'on en veut, faut montrer qu'on a envie d'apprendre. Parce C'est que ça. si tu restes dans ton coin et que tu fais pas grand-chose, on va pas te dire de faire des choses, quoi. C'est On va ça. se dire, il est pas motivé. Et même en stage, moi j'ai déjà vu, hein, c'est déjà arrivé plein de fois, où en fait une personne arrive en stage et à la fin elle débloque un contrat d'alternance. Ah ouais, Ça s'est d'accord. déjà vu et en fait tout simplement parce que la personne en stage, au début, voilà, va se retrouver à faire un peu de facing, etc. pour comprendre, puisqu'on est tous passés par là. Des chefs d'agence ont dû faire à un moment ou donné ce qu'on appelle le facing, on arrive dans les rayons, qu'est-ce qui se passe, et pour connaître les produits, on va les mettre en place. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben, on connaît les produits, etc. On a fini notre tâche. Bien sûr, on va te donner une tâche plus complexe, de plus en plus. Et si on voit que tu valides, et ben derrière, tu prends ton contrat d'alternance, voilà, c'est vraiment ça. Ok, dernière petite question du chat et après on conclura ce live. C'est Amadi qui demande, est-ce que tu te sens totalement autonome aujourd'hui? Oui, franchement, oui. Ouais, Sur, je me sens autonome. Il faut aussi ne pas abuser du fait qu'on est aussi dans un groupe et qu'il y a une structure et on doit penser au bien général et donc à bien faire. Donc, autonome sur comment je vais appréhender mes clients, comment je vais développer le chiffre d'affaires, bien sûr, mais il est aussi important de faire valider puisque c'est un peu dans le sens où c'est cette humilité qu'on doit avoir en fait. C'est être un peu humble et de se dire, voilà, je fais pas tout seul, quoi. On est un peu, il faut se dire, pour voilà, remettre un peu les pieds sur terre et de se dire, je vais voir avec mon manager, est-ce qu'il pense que ça? Parce que des fois, on peut penser que c'est bon ce qu'on va faire, mais ça peut être totalement une erreur. Donc, il faut d'abord, voilà, confronter, demander, et ensuite, une fois qu'on a demandé et qu'on sait que ça s'est déjà appliqué, etc., oui, là, tu pourras le faire, mais il n'y a pas de souci. Sur l'autonomie, je pense que je suis vraiment autonome là-dessus. J'organise mes journées tout seul, tu te voilà, gères. je me gère. Parfait. On passe à la dernière petite slide. Là, il nous reste 2 petites minutes avant de conclure le live. Donc là, c'est libre à toi de laisser un petit message avant de nous quitter, un petit conseil peut-être pour ceux qui seraient intéressés de se diriger vers une voie comme toi, comme tu l'as fait, ou alors une anecdote, je sais pas. Tu racontes ce que tu veux. On a une petite minute et puis après, on se quittera là-dessus. Alors, pour la petite minute, moi, tout ce que je peux conseiller, c'est que bah, n'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à persévérer. Surtout qu'on est jeune dans le sens où on a encore énormément de choses à apprendre, on a encore énormément de choses à accomplir et que ça se fait en fait automatiquement et de se dire que c'est impossible, c'est pas possible. Ça, c'est faux. Il faut se dire qu'on va se donner les moyens de le faire. Ça peut être parfois un peu dur. Dans mon métier, certes, il y a voilà, 90% du temps, ça fonctionne très bien, etc. Après, c'est généralement, on peut avoir, par exemple, des litiges clients, des trucs. Heureusement, c'est pas la majorité de notre temps, mais il faut, voilà, il faut tenir, que ce soit dans la vie, dans les métiers qu'on a. Et puis voilà, après, vous êtes, je pense, les bienvenus chez Point P si l'envie vous en donne. Bah super, voilà, ne pas lâcher. Que des beaux messages hein, dans ce live. Il y a eu pas mal de petits pics intéressants, un peu d'enthousiasme et d'optimisme. Non, c'était super. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Rafik. Il n'y a Merci à pas de tous d'avoir suivi. Merci à ceux qui mettent des messages en chat. Merci aussi à ceux qui sont silencieux et qui suivent attentivement. On se retrouve bientôt pour d'autres lives. Et puis, Rafik, ben, c'était un honneur de voir un petit peu ton parcours, ce que tu fais au quotidien. On a tous mieux merci. compris et peut-être que ça a créé des vocations, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, je l'espère. Ben voilà, merci beaucoup à tous, merci beaucoup Merci, merci, Rafik, et puis bonne journée à tout le monde. merci, au revoir.